Antaverse présente aujourd'hui René Longer, expert en durabilité basé à Genève, invité de Virginie Guignard-Legros dans le cadre des Talkspace sur le thème de COP biodiversité, à quoi ça sert? Bonjour René, bienvenue sur le podcast d'Antaverse. Comment vas-tu? Mais ça va bien. Bonjour Virginie. Puis c'est un plaisir d'aborder tous ces sujets passionnants qu'on va traiter ensemble. Oui, et puis les sujets passionnants, je pense qu'on en a pas mal en commun. Et aujourd'hui, donc les grandes lignes, je dirais, parce que ça peut aussi se modifier au fur et à mesure de la promenade qu'on va partager ensemble. Donc on parlait de discuter autour des COP et en particulier de la COP et de la biodiversité et à quoi ça sert pour les gens qui sont dans leur quotidien et comment est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à ce qui est décidé justement dans le cadre de ces COP. Voilà. Ben oui, c'est un vaste sujet, mais je pense qu'il est vraiment important de l'expliquer. Moi, j'ai eu la chance de participer à plusieurs de ces réunions, mais pas des COP, mais des conférences, sur des grands sommets sur la durabilité organisés par les Nations Unies dans la délégation suisse, donc dans une délégation officielle. Donc, j'ai pu vraiment aller au fond des choses, hein, parce qu'il y a beaucoup de monde dans ces COP et tout le monde n'a pas accès à tout. Donc, je peux parler aussi de ce que j'ai vu. Et en fait, quand on dit COP, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Ça veut dire Conference of Parties, hein, donc c'est les rencontres régulières des États qui ont ratifié un certain nombre de conventions. Les conventions, c'est des obligations internationales que des États signent et ensuite ratifient, c'est-à-dire leurs parlements doivent confirmer ce que les gouvernements ont signé. Il y a 3 grandes conventions qui sont issues du fameux sommet de la Terre il y a 30 ans, en 1992, au Brésil. Et c'est la Convention sur la biodiversité, entrée en vigueur en 1993, celle sur le climat, en 1994, et celle sur la désertification, en fait sur la gestion des sols dans le monde, entrée en vigueur en 1997. Et chacune de ces conférences a un rythme de réunion. Pour la conférence sur la biodiversité, c'était le rythme, la COP 15 de la Convention sur la biodiversité. Pour le climat, la COP 27 là, en Égypte, c'était la 27e de la Convention du climat. Donc on voit aussi les rythmes ne sont pas les mêmes. Hein. Pour le climat, c'est chaque année. Pour les autres conventions, c'est plus espacé. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces réunions? Il y a un segment très officiel où c'est des négociations interétatiques. Donc a priori, le commun des mortels ne négocie pas. Il observe, il regarde. Mais en même temps, ça permet de savoir quelles sont les volontés ou l'absence de volonté, hein, des obstructions et les forces positives dans les thèmes qui sont abordés. Donc d'abord, pour le citoyen, la citoyenne, ce qui peut être important, c'est est-ce que l'état des sols dans le monde, est-ce que l'état de la biodiversité, est-ce que l'état du climat m'intéresse? Alors je pense que si on est intéressé, on va se dire, mais qu'est-ce que c'est que ces milliers de gens qui se rencontrent? Donc il y a un cercle restreint qui négocie, c'est les représentants, les délégations des États, avec les représentants des ministères en général de l'environnement, mais aussi d'autres, et à un moment donné, les chefs d'État ou les premiers ministres qui sont invités à apparaître pour ratifier en fait politiquement les choses. Donc, qu'est-ce qui se passe dans une COP? Ben là, il y a le secrétariat des commissions établit des documents, il y a pas mal de réunions intermédiaires, et soumet un draft, un projet de programme d'action. Par exemple, un programme d'action typique d'une COP, c'était l'accord de Paris. Hein, donc en 2015, c'était le fruit d'une des réunions annuelles de la Convention du climat. Maintenant, ce qui s'est passé en Égypte, c'était la Convention de la biodiversité qui s'est réunie. Et là, il y a un document qui a été préparé par le secrétariat, qui a été négocié, discuté pendant la durée de la COP, une dizaine de jours en général. Et ensuite, il y a un processus d'approbation. Alors, il en sort des documents. C'était en Égypte. Toi, tu étais présent Alors, en Égypte, en fait. non, moi, j'étais pas. En fait, moi, j'étais dans 3 événements internationaux qui étaient les 3 sommets mondiaux du développement durable, donc 92, 2002 et 2012. Ça m'a donné une vision très concrète de comment ça se passe. Donc, je peux aider à décoder ce que c'est. En fait, c'est un événement qui est typiquement au niveau des Nations Unies, c'est-à-dire les Nations Unies sont le reflet de ce que les États font ou ne font pas. Font bien ou pas bien par rapport aux engagements qu'ils ont signés, évidemment. Donc, les 3 textes dont je parlais, donc biodiversité, climat
et des certifications au sol sont vraiment bien faits. Donc, c'est un peu des miracles j'allais dire, de la diplomatie, parce que, étant donné toutes les forces d'inertie ou de déséquilibre, centrifuge qu'il y a dans le monde, si la biodiversité va mal, le climat va mal et les sols vont mal, c'est bien parce qu'on les gère mal. Donc, on essaie de redresser quelque chose. Les Mais il y a lobbies, en aussi... fait, c'est surtout principalement les lobbies et puis Alors, certains États qui ont intérêt à aller dans un ben, c'est sens ou exactement ça. dans un C'est-à-dire que autre. si les choses vont mal, c'est qu'on les gère mal et qu'on essaie de redresser la chose. Donc, c'est quand même un peu un combat politique pour entre des gens qui sont conscients qu'il faut changer la manière de gérer notre environnement. Mais en fait, ce n'est pas de l'environnement, c'est les bases même de l'existence. Comment on les gère aujourd'hui? On se prépare vraiment des lendemains qui déchantent. On commence déjà à sentir bien les effets du changement climatique qu'on a nié pendant des décennies. Il y a eu des gens qui n'y croyaient pas. La biodiversité, c'est moins visible, mais c'est tout aussi dangereux. Et les sols, la dégradation des sols dans le monde, c'est une réalité. Donc, une réalité qui va impacter directement. C'est une catastrophe même, la dégradation Ce des sont sols. des choses assez graves qui se passent. Et donc, c'est une volonté, quelque part, d'un côté, de codifier de meilleurs comportements. Donc, ils sont identifiés, ils sont signés, ils sont connus. Dans tous les États, il y a des gens qui sont des experts et des gens qui s'intéressent, qui se battent pour que ça se passe mieux. Mais comme tu dis, il y a aussi, par exemple, les producteurs de pétrole, hein, les États producteurs de pétrole, ils ont toujours saboté le mieux qu'ils pouvaient tout ce qui pouvait les contraindre à produire moins de pétrole et à passer vers les énergies renouvelables, par exemple, parce que c'est une immense source de profit pour l'Arabie Saoudite, Abu Dhabi, le Venezuela. Enfin, il y a plein d'États qui vivent de la rente pétrolière et qui vivent au fond de la destruction du monde, quelque part. Puis de l'autre côté, il y a aussi des États qui sont en train de disparaître dans l'océan Pacifique à cause de la montée des mers ou sont menacés par ça. Donc, c'est en fait, on prend, si j'ose dire, la température de l'état du débat, de l'état de la volonté de s'engager. Alors, on vient d'apprendre, donc on a appris ça, voilà, c'était le 12 janvier qu'on a appris que la prochaine COP du climat sera à Abu Dhabi et présidée par le ministre du pétrole. Donc c'est comme si le commandant de la gendarmerie était le premier voleur du pays, quoi. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est vrai que ça choque un peu. J'ai vu ça aussi mais hier. ça te montre en fait comment ça se passe. Et je pense que pour le public, c'est une extraordinaire manière de prendre conscience qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, hein, de gens qui ont envie de faire quelque chose. Il y a des gens qui sont conscients qu'on se péjore notre avenir, ce qui est quand même aberrant. Au nom du progrès, on est en train de reculer dans la qualité de la vie. On est en train de se préparer à un monde avec des millions de réfugiés, avec des régions inhabitables, avec des incendies de forêt, avec toutes sortes de choses qu'on a déjà vécues ces dernières années. On a longtemps fermé les yeux, même chez nous, hein, beaucoup de gens encore qui n'y croient pas. On voit que les stations d'hiver chez nous, par exemple, où l'énergie hydraulique vont avoir des gros problèmes avec la disparition de la neige et des glaciers, etc. Donc, on est dans un vaste débat. Je pense que pour le public, on doit se dire, pour le commun des mortels, c'est une occasion pour moi de savoir ce que pensent les autres États. Parce qu'on dit toujours, la Suisse c'est tout petit, notre impact n'est pas grand, il faut que les autres fassent quelque chose. Là, on voit ceux qui freinent et ceux qui veulent avancer. Alors, on voit aussi que nos sociétés sont très divisées. Ça se voit spécialement en Amérique, par exemple, en Amérique du Nord ou au Brésil, il y a des troubles quand même politiques assez forts, c'est des turbulences politiques plutôt, et c'est vraiment autour de ces enjeux-là aussi. On peut dire que, mais là, c'est un peu plus, je dirais, parlant pour chacun d'entre nous, ce qui s'est passé autour des élections aux États-Unis et maintenant au Brésil, c'est aussi deux philosophies, deux visions du monde. Ceux qui ont perdu les votes, mais de très peu d'ailleurs, hein, c'est une société divisée, c'est un peu ceux qui veulent retourner au 19e siècle, à la conquête de l'Ouest, quoi. On va les déboiser, on va les supprimer les peuples autochtones, on les met dans des réserves, on crée des réserves pour la nature et les autochtones, puis tout le reste, on fait ce qu'on veut, quoi. Et la nature, ça sert juste à être exploité. Il n'y a aucune conscience que la nature a été fragilisée, qu'on a trop bien, qu'on mène une guerre contre la nature, mais on n'a juste pas intérêt à la gagner, cette guerre. Et surtout, donc on est dans deux visions du monde. Hein. On est dans une vision du monde à court terme, c'est ça? Extrêmement court terme, et le profit à très court terme. Alors il y a les lobbies étatiques, mais ils doivent se démasquer dans les COP, c'est ça qui est intéressant. Il y a les lobbies
de la destruction. Par exemple, pour la biodiversité, parfois ça peut être des grands groupes alimentaires qui importent de la viande ou de la nourriture pour animaux sous forme de soja ou de l'huile de palme, pour la culture desquelles on a déboisé massivement les forêts tropicales, ça. Donc, ou bien pour le climat, ça peut être tous les lobbies du pétrole. Hein. On se rappelle comment les lobbies du tabac avaient nié pendant 30 ans les effets du tabac, etc. Donc, il y a ces lobbies-là, économiques, et les lobbies politiques de certains États. Puis alors, il y a d'autres États qui ont d'autres volontés. Le gouvernement actuel des États-Unis ou le gouvernement qui se met en place au Brésil, il n'est pas dans cette ligne-là, mais ils sont fragiles. Ça peut changer de tout au tout, comme on l'a vu. L'accord de Paris est entré en force en 2016, le 4 novembre, je crois, et le 8 novembre était élu un certain Donald Trump, qui a tout de suite dénoncé. Donc, et si ces gens sont élus et sont populaires, c'est parce que la sortie du pétrole ou un meilleur respect de la nature, ça demande aussi des changements de comportement, des changements dans la consommation, des changements économiques. On n'a pas assez dit que ça créait des emplois, on n'a pas assez fait le lien avec l'économie et le quotidien. Pour beaucoup de gens, ce qui se passe dans le domaine écologique, c'est une contrainte de plus, c'est moins de une confort. chose. Et, Il ne enfin, voit pas que c'est une façon de sauver en fait notre mode de vie et pas de détruire. c'est le problème de toutes les innovations. En fait, il y a les anciens, il y a ceux qui ne veulent pas changer, il y a ceux qui veulent changer et qui se rendent compte qu'on doit changer. Mais par contre, le changement fait peur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des mouvements politiques qui essaient de rassurer, qui basent leur politique sur le fait qu'ils jouent sur la peur et le fait qu'avec leur discours, ils rassurent les gens. Et comme Absolument. il rassure les gens, les gens, en fait, acceptent, se disent, ah ben voilà, tel politicien me présente une solution simple. Il est politicien, donc il a raison. On va y arriver avec cette solution simple. Et souvent, cette solution simple, c'est simplement, c'est beaucoup dans le discours politique ou beaucoup finalement dans la protection de l'ancien monde, en fait. Avec le plan, on ne peut pas continuer avec cet ancien monde. Non, mais absolument. Alors, c'est vrai que c'est complexe d'avoir peur de quelque chose qu'on ne voit pas. Le CO2, on ne le voit pas. On voit juste des bulles dans l'eau minérale. Puis donc, on boit de l'eau minérale, on se dit que ce n'est pas dangereux. Et oui, le CO2, ce n'est pas un toxique, ce n'est pas le monoxyde de carbone. Et c'est comme le Covid. En fait, finalement, on peut faire un lien avec le Covid parce que le Covid, on ne le voyait pas. C'est une grande peur générale mondiale qui était réelle. Mais on voyait les gens quand même malades. Moi, je connais des gens malades. Mais comment lutter contre quelque chose qu'on ne voit pas? C'est ça. Ah bah oui, mais tu sais, les microbes, on ne les voit jamais, ça c'est clair, mais on voit les effets. On peut aussi ne pas croire au rhume en hiver, on peut se dire c'est pas vrai, mais finalement on l'attrape, puis on ne voit pas le vecteur. Mais ce qui est pervers un peu avec ces projections des scientifiques, c'est que les dommages, et maintenant ils apparaissent, mais voilà, c'est un peu comme une maladie. Quand les dommages sont là, c'est plus dur. Le mal de dents, quand on a vraiment mal, c'est beaucoup plus profond que quand le début de la carie est là. Donc, puis on ne va jamais chez le dentiste à ce moment-là. On y va après, puis c'est le traitement de racines qui fait des trous profonds, mais aussi dans le porte-monnaie. Donc là, pour revenir à la question du climat, on voit les effets, mais on ne voit pas les causes, parce que les gaz sont invisibles. Ce n'est pas une pollution noire, une sorte d'une cheminée, c'est du CO2. Quand on traverse la Suisse, c'est ouvert. Mais vert ne veut pas dire d'hiver, si j'ose dire. Vert, ça veut dire que oui, il y a de la végétation. Il y a des stades de foot qui peuvent être. Je peux redonner l'exemple. Moi, j'ai travaillé au parc Jura-Vaudois. Donc, ça ne se voit pas au début. Non, ça ne se voit pas. Et même les prairies vertes qu'on a en Suisse, ce sont des prairies qui sont travaillées. Ça veut dire que peut-être c'est une essence d'herbe pour nourrir les vaches. Mais en réalité, si on voulait vraiment de la biodiversité, il faudrait avoir 20 essences de fleurs, 20 essences de plantes, peut-être dites sauvages, etc. Et là, c'est la vraie biodiversité. C'est vrai. Une forêt apparaît pour le profane comme une forêt, même si elle est complètement plantée, alignée et monoculturelle, alors qu'une forêt qui est utile aux espèces végétales et animales, elle apparaîtra tout aussi verte. C'est des choses qui demandent une certaine connaissance pour qu'on voit la différence. Mais ça passe par l'éducation. Ça passe par l'éducation. Mais pour revenir au mouvement politique qui travaille, qui active la peur du changement, on ferait mieux d'avoir peur du changement climatique et avoir peur. Et au fond, c'est le combat en deux peurs, mais en même temps, on sait que les peurs ne sont jamais bonnes conseillères. Donc, on est un peu dans cet affrontement de deux peurs.
Et on ferait mieux d'être dans l'affrontement de deux visions des choses. Les politiques qui cultivent la peur du changement de comportement, ben, c'est un peu de l'escroquerie parce qu'ils savent très bien qu'il y a un problème. Mais ils veulent faire peur aux gens. On va vous enlever votre voiture, on va vous ramener au Moyen-Âge, etc. Alors que c'est faux. Mais c'est vrai qu'il faudrait vraiment décrire les vertus de la transition. On commence à voir maintenant que c'est quand même bien. Quand on met des panneaux solaires sur son toit, on voit que les pompes à chaleur, ça fonctionne. On voit que l'isolation des bâtiments, ça fonctionne. On voit qu'on a négligé la formation professionnelle parce qu'ils n'y croyaient pas. Maintenant, il y a 400 000 personnes qui manquent en Suisse pour faire ce travail. Maintenant qu'on commence à trouver que c'est bien de le faire, parce que ça réduit quand même la facture d'énergie, au bout du compte, assez fortement. Il faut un peu investir, mais disons, après, on est vraiment plus autonome. Et du coup, on se rend compte que voilà, il y a un effet de retard, parce qu'il n'y a pas les Alors, gens pour le faire. Puis maintenant, il alors, n'y a plus les matériaux non plus. alors, il n'y a plus les matériaux, il Mais n'y a bon, pas ça, les c'est une gens, parenthèse, c'est un problème de logistique, en fait. Mais pour dire qu'il y a quand même. mais c'est un peu plus qu'un problème de logistique, c'est aussi un problème de stratégie au niveau des États. Je veux dire, quand il manque X milliers d'emplois, X millions d'emplois, même dans la cybersécurité, c'est des millions d'emplois qui manquent sur l'Europe et la Suisse, ben, c'est aussi une stratégie et c'est une vision en amont que doivent avoir les Bien pays. sûr. Et Alors, si, hein, et si cette vision n'existe pas, parce que ben, si on parle de l'éducation, ben, ça fait à peu près une dizaine d'années que les pays ne savent pas à quel métier former demain. Et donc, mhm. ils ne se donnent pas non plus les moyens de faire la recherche Oui, pour mais savoir vers quel les métier. pays développent des stratégies énergétiques, développent quand même des stratégies en matière de ressources, mais ne font pas le lien avec la formation professionnelle, hein, ça c'est vrai. Exact, Et dans le exactement. domaine de la Ou santé, même c'est la si tu même parles chose. de Ça, l'énergie électrique, enfin si on parle par exemple de la voiture électrique, c'est bien beau de vendre des voitures électriques, mais si derrière on n'a pas les stations essence, enfin pas essence justement, les ouais, stations électriques, les à chaque fois, stations de, ben, ouais, de on peut rechargement, ben, on peut recharger, mais bien sûr. Donc, il y a pas. Donc, ce qui se passe au niveau de la Suisse, on est sur un terrain connu, hein. On voit que c'est encore assez disputé, qu'il y a un référendum qui vient d'aboutir sur le contre-projet à l'initiative sur les glaciers. Donc, il y a des forces politiques qui ne sont pas d'accord avec la transition, il y en a d'autres qui sont d'accord. Et le débat, le match, il n'est pas vraiment décidé, quoi. On avait une stratégie énergétique qui a été votée par le peuple en 2017, mais elle a été très mollement appliquée, parce que les mêmes qui votent oui à la stratégie énergétique sont contre des éoliennes, font des recours contre ceci et contre cela. Donc, on n'est encore pas dans un sentiment de vraie urgence. On n'est pas en train de dire. mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils votent en fait simplement pour l'image, ou alors ils votent en se disant, ah mais on a encore 50 ans devant nous. Oui, Qu'est-ce que parce qu'on n'est pas dans un sentiment d'urgence. On parle d'urgence climatique, mais elle n'est pas dans les tripes des gens. Le Covid, ça a été autre chose. Il y a des gens qui ont vu mourir d'autres, il y en a qui n'y croyaient pas. C'était plus dans le concret, malgré tout, parce qu'on voyait tout le monde connaissait quelqu'un qui était ou bien adversaire radical de la vaccination, ou bien qui était très malade, voire qui est décédé. Donc on avait une relation un peu à la problématique. Là, la question, elle est quand même relativement abstraite pour beaucoup de gens. Et ce qu'il faut espérer, c'est que les effets négatifs du changement climatique soient compris comme des accélérateurs de la transition, comme la posture de la Russie par rapport à l'Ukraine a été comprise comme devant être répondue par une autonomisation énergétique plus forte. On s'est dit, mais on ne peut pas être sous la pression d'un État pareil. Mais on est de toute façon sous la pression. Pratiquement tous les États qui détiennent le pétrole, enfin beaucoup d'États sont des États assez douteux. Je ne pense pas que les États des rois du pétrole soient très recommandables en termes éthiques. Et je ne pense pas que le Venezuela soit un État recommandable. Donc souvent, on s'est mis sous la dépendance de régimes qui ne sont pas respectueux des droits de leurs habitants, ni du droit international. Donc on voit bien que maintenant, ça a donné une secousse. La guerre en Ukraine donne, ou la guerre contre l'Ukraine, disons, ça a donné une secousse et une piqûre de rappel. Donc maintenant, j'espère qu'on va un peu mieux être cohérent en Suisse, se dire on ne peut pas voter une stratégie, puis
finalement dire, bon, mais c'est fait, quoi, la loi, elle est faite, mais Non, je l'applique pas. le souci, Donc, c'est la zone de confort. Même c'est nous, la en zone de Suisse, on confort. est toujours sur notre zone de confort. Même, tu Oui, vois, sur la vallée de Joux où j'habite, ils nous ont annoncé 35% d'augmentation de l'énergie. On reste quand même dans notre zone de confort. Par contre, en Belgique, ils ont annoncé une augmentation par 6 de la facture énergétique. Donc, en Belgique, après, ça, là, c'est je un pense autre qu'ils vont aspect. être plus Hein. efficaces que nous, on sera efficaces dans les changements, je crois. Alors, il y a deux aspects dans ce que tu dis. Il y a la zone de confort, et là, c'est là qu'il y a le grand malentendu. C'est-à-dire ceux qui pensent que respecter les limites écologiques de la planète, bien gérer les ressources naturelles, alors c'est une atteinte à la zone de confort. Or, si on ne le fait pas, qu'on aura perdu toute notion de confort. Hein, parce qu'aujourd'hui, dans une société presse-bouton, on appuie sur un bouton, l'électricité vient, on appuie sur le robinet, il y a de l'eau, enfin, on jette quelque chose, quelqu'un le ramasse hein, et l'amène à la déchetterie ou à la récupération, enfin, ou à l'incinération, etc. Donc, il y a toujours on n'est pas conscient de la fragilité de ces ressources. Hein. Alors, il faut une guerre, il faut des incendies massifs de forêt, comme en France, il faut des inondations massives ailleurs dans le monde pour qu'on se dise, tiens, il y a quand même un truc qui tourne pas rond. Voilà, donc je pense que le débat de ceux qui disent on va vous voler votre confort, c'est juste le contraire. C'est si on n'arrive pas à bien gérer les ressources, on sera dans une situation tous très très précaire. Et c'est ça qu'il faudrait montrer. Puis montrer, alors évidemment, l'avantage d'être plus autonome, de travailler sur nos propres ressources, de créer des emplois, puisqu'il en manque plein. Donc c'est drastique. Donc s'il y a 400 000 places de travail recherchées, et maintenant il y a quand même du financement, il y a des crédits pour isoler les bâtiments, pour installer le solaire, etc. On devrait se réjouir de chaque éolienne qui est plantée quelque part. Bon, il ne faut pas la planter n'importe où, évidemment, comme n'importe quelle installation d'ailleurs. Mais tout doit être régulé, de toute façon. Tout doit être régulé. L'excès, de Mais toute alors, façon, l'autre aspect, n'est jamais travailler bon. par multiplier le prix par 6, le problème, c'est qu'on a l'autre aspect de notre société, c'est elle a développé les inégalités, malheureusement, hein, depuis un certain nombre d'années, ce qui fait qu'il y a c'est peut-être plus fort en France ou en Belgique qu'en Suisse, c'est quand même globalement plus riche comme pays, mais il y a quand même pas mal de gens qui n'arriveront plus à payer leur facture énergétique. Donc on a un problème de dire oui, le prix de l'énergie, si on prend en compte la raréfaction inéluctable et les dommages sur l'environnement, bien sûr que c'est beaucoup trop bon marché, mais après, il faudrait exempter j'allais dire, le minimum de consommation dont les gens ont besoin, parce que je trouve quand même assez dramatique qu'il y a des familles en Angleterre, en France, en Belgique, qui n'arrivent même plus à se chauffer, quoi. Ah oui, oui. Mais tu sais que moi, j'ai des C'est collègues en normal. Belgique. Je travaille pour le magazine Todd Cursus au Canada. Et on est tous des rédacteurs à travers le monde. Et il y avait deux Belges dans la dernière réunion d'équipe qu'on a eue qui ne se connaissent pas, deux villes différentes. Et ils sont arrivés en réunion Zoom avec bonnet, écharpe, manteau. Chez Mhm. eux, à l'intérieur de chez eux, c'est 10 degrés. Ouais, c'est des images qu'on connaissait des pays en guerre, hein, quand tout Mhm. est bombardé, ben, les gens ils n'ont plus de fenêtres et tout ça, donc, puis il n'y a personne qui les répare. Non, et donc il faut vraiment pas oublier la dimension. Donc, je viens de parler de la dimension économique, donc créer des emplois, mais il y a une dimension sociale, c'est-à-dire il faut vraiment penser que, enfin, c'est une des conséquences de ce qu'on appelait il y a quelques années la fracture sociale, hein, les inégalités qui croissent sur les territoires et dans les revenus, que ces gens-là, euh, on peut leur parler d'économie d'énergie, mais ils ne peuvent pas investir pour moins dépenser. Alors le problème, c'est que si on augmente les tarifs, ça va. Quand tu tombes sur des gens qui ont les moyens d'assainir leur bâtiment, ou Mhm. d'installer du photovoltaïque et des pompes à chaleur, etc. Après, ils sont plus tellement sensibles à ça. Mais il faut avoir 50 000 francs peut-être devant soi, 100 000 francs pour faire tout ça, quoi, y compris l'isolation et tout ça. Il y a des gens qui n'ont pas, qui sont endettés jusqu'au cou, qui peuvent rien faire. Donc c'est là où la collectivité doit intervenir, puis avoir des programmes de soutien public à l'assainissement. Et je pense que si on voulait libérer les gens de cette angoisse de ne pas pouvoir payer le chauffage, il faudrait faire un check-up de leur bâtiment, du bâtiment dans lequel ils sont, et ça doit être un soutien public pour les tirer de là, parce que l'alternative c'est quoi? C'est d'augmenter la production, mais on pourra le faire jusqu'où? Ah, C'est mais pas tout est illimité, limité hein, sur la Terre. Tout. c'est En fait, illimité. il faut Donc je s'imaginer préfère, que toutes les voilà, ressources sont c'est limitées. ça. Alors c'est là où je trouve que les partis politiques qui attisent la peur en disant voilà, vous n'arrivez même plus à vous chauffer, c'est la faute des écologistes ou je ne sais pas quoi, c'est totalement irresponsable.
faire fi d'une exigence qui est de mieux gérer les ressources. Si on ne le fait pas, ça va nous tomber sur la figure et aux plus pauvres en premier, parce qu'ils ne pourront pas s'échapper ailleurs, etc. Puis si on le fait, ben ça nous assure quand même le minimum vital pour l'avenir sur cette terre, et ça nous assure surtout qu'on soit moins dépendant. Mais ça demande de l'argent, la transition. Et ça, c'est le grand problème. Donc, les taxes, ça va bien, mais il faut qu'il y ait une alternative derrière. Si les Alors, gens payent et que moi, ça ne change rien, je vois deux axes par rapport à ça. C'est la transition, ça c'est une chose, mais aussi la possibilité pour les gens qui ont des tout petits revenus de pouvoir supporter cette transition. Donc, on absolument. a les deux choses à développer en même temps. Mais tout à fait. Donc, l'aspect économique et l'aspect social, c'est pour ça que la notion de développement durable ou durabilité est importante, parce il y a l'aspect écologique qui est la base, mais il y a l'aspect économique qui permet aux gens de vivre, parce que ça crée des emplois, qui permet à la technologie d'exister, parce qu'il n'y a pas d'entreprises qui la font, il n'y a pas de levée de fonds, elle ne pourra pas évoluer. Puis il y a l'aspect social, il faut penser au fait que si les gens n'ont pas d'échappatoire que de payer la taxe et qu'ils n'ont pas les moyens, ben, c'est un drame social. On a eu le même problème avec la taxe sur le CO2. Les régions périphériques, quand on a voté là-dessus, tu parles de la vallée de Joux, par exemple, hein, la région là-bas, ben, je suis sûr que les gens ils ont voté non à la loi sur le CO2. C'était un conflit ville-campagne parce que ceux à la campagne ils disaient mais nous, on, on va nous augmenter le tarif de l'essence, par exemple, ou le tarif du chauffage, je ne sais pas, et on n'a pas tellement d'alternatives. Bon, pour le chauffage, je pense qu'on peut être un peu imaginatif. Surtout là, il y a du bois, donc on commence à l'aide d'ailleurs. Hein, les gens Oui, tout à ils fait. sont assez réactifs. Il y a quand Oui, mais même. tu sais, chez nous, il n'y a plus de stock de bois nulle part, hein. Ouais, C'est c'est clair ça. que je crois qu'en fin septembre, même des gens de l'autre côté de la frontière aux Rousses, ils trouvaient plus de bois, Alors alors ça, qu'on en a quand même France, la c'est plus pas grande étonnant. forêt de Je la pense qu'il y a, région, hein. dans le Oui. Jura français, je pense qu'il y a beaucoup plus de sapins qu'il y a d'habitants. Hein, donc là, je pense il y a encore Mais de la marge. Hein. même aux Rousses, il y a des gens qui n'ont pas Ouais, trouvé de mais c'est stock de étonnant. bois. Et après, évidemment, les arbres, il faut les couper, il faut les dépiter. Puis c'est de nouveau, il y a des gens qui doivent le faire. Donc, est-ce que ces métiers sont encore attractifs? Puis surtout, il faut pouvoir les payer, ces gens. Et donc, Alors, il faut les payer et puis il faut sécher le bois parce qu'il faut mais anticiper oui, d'une ça année prend sur l'autre. mais Donc, la oui, rupture du bois le est faite bois du fait mouillé, ça va que. pas être génial hein, dans la Ouais. cheminée. Mais Comment? bien sûr, donc tout ça s'anticipe et ça Mhm, veut dire qu'il faut un circuit économique, j'allais dire vertueux, mais il faut mhm, quelqu'un injecte de l'argent parce que mhm. c'est pas dans les régions périphériques qu'on va pouvoir créer plein d'emplois qui vont ensuite renchérir le produit, puis personne ne pourra l'acheter quoi, éventuellement. Donc tous ces aspects économiques et sociaux de la transition, ils sont vécus aussi sous le régime de la peur. Qu'est-ce que je vais faire? Qui va m'amener mon bois? Comment je peux faire, etc. Ou bien qui Oui, va... et puis il y a une notion aussi que je veux juste amener, c'est que cette année, en fait, à la Vallée de Joux, on n'a pas eu de sapin gratuit au niveau de la Ah ouais. commune du Chenit parce qu'il n'y a pas eu de jeunes pousses, parce que les sapins n'ont pas poussé avec le climat cette année. Donc Et ils sont voilà. déjà en train de Ah ouais, la penser à quels boucle. arbres ils vont devoir replanter parce que maintenant le climat devient trop chaud chez nous. Alors on n'a plus de neige là, on n'a pas les stations de ski ne fonctionnent pas, mais en plus les arbres ne poussent pas, Et les puis en jeunes été, il n'y pousses. avait plus d'eau dans le lac de Joux. Hein, donc, lac des Brenets, lac de Joux était quasiment vide. Hein. Alors vite, non, parce que c'est quand même des grands volumes d'eau, mais par contre, les alpages, oui. Les alpages, ils ont été alimentés par les pompiers. Les années précédentes, on a eu les hélicoptères qui ont alimenté les alpages, mais depuis maintenant, on a des grands tuyaux des pompiers qui alimentent les alpages. Mais c'est absolument pas normal tout ça. Et moi, ce que je crains, on dirait que les gens s'habituent à ça. Hein, ils trouvent ça normal. Tout Enfin, à ils fait. sont choqués, mais ils trouvent une solution. Mais jusqu'au moment où on leur dira, comme en Afrique, dans certains régions, bah, désolé, mais les pompiers n'ont plus d'eau. Hein. Mhm, Donc, exactement. Mhm, il y a quand même, disons, on est encore dans le court-termisme aussi dans les réactions. Mais ce que je voulais dire, c'est que faire taxer, il faut qu'il y ait une solution pour les gens après. Parce mhm. qu'ils ne pourront pas taxer, ils ne pourront pas payer. Puis eux, ils ne vivront pas mieux puisqu'ils n'ont pas les moyens de s'en sortir autrement. Donc il faut toujours qu'il y ait une solution. Puis quand les gens n'ont pas les moyens, il y a assez de subsides pour l'agriculture, c'est 3 milliards par an. Hein. Donc on Mhm. peut peut-être penser aussi un petit peu à la forêt, où il y a très peu de... Hein, il y a très peu de programmes vraiment économiques aussi. On fait beaucoup de choses pour bien gérer les forêts, mais c'est pas forcément rentable l'exploitation forestière. Donc il faudrait peut-être aussi Ah, mais investir. elle n'est pas rentable depuis quelques années parce que le marché fait qu'elle n'est pas rentable. Et en fait, en gros, le bois dans le monde, d'après ce que j'ai entendu à droite à gauche, c'est surtout acheté par la Chine. La Chine achète les stocks de bois à travers le monde, Ah mais il ouais. faut que ces bois soient de qualité. Et puis, moins il y a d'eau, moins le bois est de qualité.
Et puis, Ah, mais tout se tient. Non, mais c'est très intéressant tout ce que tu dis là, parce que tout se tient. Et en fait, on se rend bien compte qu'on est aussi victime d'une mondialisation qui n'a pas été régulée, parce que on doit quand même s'occuper d'abord de son territoire. Alors la Suisse, elle est très dépendante des circuits mondiaux, donc elle ne peut pas commencer à faire sa maline au milieu des fournisseurs de ressources dont nous avons besoin. Mais en même temps, peut-être se dire que arrêter de trop jeter, passer à l'économie circulaire, arrêter de trop importer d'énergie, peut-être mieux exploiter celle qu'on a. Donc, vive les éoliennes, vive l'hydraulique, vive le solaire, vive le bois. Mais le bois, effectivement, il est lui-même tributaire du climat, l'hydraulique aussi. Donc, peut-être se réveiller un peu pour dire que tout ça est quand même sérieux, interconnecté. Et il ne faut pas juste tendre la main pour dire oui, les stations de ski, il faut indemniser parce qu'il n'y a pas de neige. Tant pis, les sapins de Noël, on les importera de Chine ou ils seront en plastique. Enfin, je pense qu'on est. Le court-termisme est hyper dangereux et c'est ce qu'on est en train de faire. Et ah, pour c'est des clair. avantages à court terme, on a tout perdu. On avait une industrie des panneaux solaires en Suisse il y a 40 ans. 30 ans, on l'a laissé dépérir. Maintenant, il y a un monopole chinois, ou quasiment. Il y a Et une avec boîte. les problèmes des transports mondiaux, eh ben, on a aussi un problème pour se faire livrer justement ces panneaux qui sont fabriqués tous en Chine. Tu sais qu'en Belgique, ben, ils ont ce gros problème de chauffage, donc ils se sont équipés en panneaux solaires, etc. Il y a rupture. Il n'y a Ben plus voilà, les moyen d'acheter Chinois, de panneaux solaires. les Chinois, ils pensent à eux, puis finalement, s'ils n'ont pas envie de livrer, ils ne livrent pas, hein. Et donc, il faut aussi sortir de cette pensée. Alors après, ce n'est pas une vision idéologique de dire libre marché ou protectionnisme, ça c'est des débats théoriques, mais c'est plutôt comment on s'en sort sur un territoire. Est-ce que c'est normal que les ressources essentielles, on se soit dit, ça fait rien, on les achètera sur le marché mondial, mais aussi longtemps qu'il y a un vendeur, hein. Le jour où il n'y a pas le vendeur, il n'est pas forcément intéressé par le petit marché suisse et chinois, peut-être qu'il préfère vendre aux Mais on l'a Russes. vu déjà avec les masques. En fait, les masques, quand on a eu cette crise Covid, ben, en fait, les usines chinoises, ben, elles ne vendaient qu'aux États. Donc, ça veut dire que quand tu proposais un petit marché, ben, ils refusaient parce que c'était trop petit pour Ben eux. oui, puis c'est des Parce que grandes tout était masses. déjà passé avant et il restait Ouais. rien. Alors c'est très paradoxal parce que moi je suis aussi engagé dans la politique énergétique. Je représente l'association des cités de l'énergie lors des remises de labels. Et je fais 3 ou 4 remises de labels en Suisse romande. C'est très intéressant de voir aussi que ça avance gentiment, tranquillement et tout, et que c'est pas évident aussi pour les collectivités publiques de faire le lien entre ce que les citoyens et citoyennes ressentent, hein, leur Mhm. vision un peu trouble, un peu contradictoire de la réalité, un peu floue, on ne sait pas trop ce qui nous tombe dessus. C'est pour ça que je reviens au COP, c'est une manière de s'informer aussi, Mhm. parce Bien qu'on sûr. fait le point aussi au niveau scientifique, l'état des lieux, ça a mobilisé les médias, mais on ne fait pas toujours le lien, on n'arrive pas à faire le lien, je dirais, entre ce qui se passe dans le monde, dont on se sent assez loin alors qu'on est extrêmement dépendant, on nie cette dépendance, ça c'est quand même assez problématique. Puis en même temps, on n'est pas en train de se dire, tiens, il y a plus on n'a pas pu mettre les vaches à l'alpage, il n'y a plus de neige cet hiver, il n'y avait Mhm. pas d'eau cet été, on n'a pas eu d'incendie de forêt encore en Suisse, mais il y en a eu pas très loin quand même, hein, Mhm. Tout à fait. la côte bordelaise, les Landes, c'est quand même quoi, c'est 700 km d'ici, c'est pas vraiment très très loin, quoi. Oh, nous, on a eu quand même un incendie justement de l'autre côté de la frontière vers les Rousses. Et Voilà. puis, il y en a qui paniquaient à chaque fois qu'ils voyaient un feu de barbecue, ils demandaient à ce qu'on l'éteigne parce que ben, ils ont vu le feu qui Disons, arrivait si de il l'autre fait trop côté. sec, les forêts peuvent brûler, surtout les Mhm. conifères, c'est quand même plein de résine, ça brûle facilement, hein. Ben, Surtout si c'est des monocultures, et puis là elles sont un peu naturelles. Il y a beaucoup, beaucoup de sapins. Les sapins, s'ils sont très secs, ou les mélèzes, encore pire, hein. Donc, pour dire que moi, ce qui me frappe, toujours, je vois hein, cette volonté des communes, je vois beaucoup de gens qui sont de bonne volonté, qui sont dans la pratique, qui veulent faire des choses, mais on a une peine folle à faire le lien entre les choses. Ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe chez nous, ce qui se passe dans le changement climatique et qu'on expérimente, ou bien biodiversité, pratiquement tous les paysans sont conscients que les insectes sont en péril. Mais oui. quand on leur dit de moins traiter, qu'il y a des méthodes différentes, bah non, non.
pour nous empêcher Non, de... mais parce qu'ils sont pris aussi dans des systèmes économiques qui ne leur permettent pas de faire ça aussi. Ouais, mais ils ne sont pas en train de dire on aimerait sortir de la roue du hamster, on aimerait passer au bio, par exemple, parce que ces techniques elles existent, ça va être un peu plus cher, mais peut-être qu'on mange aussi un peu trop, donc on pourra peut-être vendre plus cher et moins. Attends, passer de la Mais, quantité à la qualité, on l'a très bien fait pour le vin, par exemple, pour un produit dont on pourrait se passer. oui, tout Pourquoi on ne à le fait fait. pas pour les autres produits agricoles, hein? Et Mais là, par contre, on a des exemples dans le monde. Peut-être parce que, tu vois, moi, je fais partie du Festival du film vert, hein, donc je suis oui, oui, directrice de oui, communication depuis 15 ans. Et par le cinéma, on arrive aussi à faire passer pas mal les messages. oui, absolument. Et quand tu me parles des insectes, ben, on peut te montrer aussi pas mal les exemples de ce qui s'est passé en Chine, hein. Il y a des gens aujourd'hui en Chine qui pollinisent les Alors, fruits à la main ouais. parce qu'il n'y a Non, plus mais je sais, il y a d'insectes. ce film qui a été fait il y a quelques années, hein, et Oui, aux États-Unis, c'est avec des petits véhicules, quoi. Non, c'est oui. bien différent. Non, non, mais c'est absurde. Il y a un calcul qui a été fait par Agroscope, donc la Station fédérale d'essais agricoles, il y a maintenant 4 ans ou 5 ans, qui disait que si on détruisait enfin, la capacité de polliniser des seules abeilles, hein, parler que Mhm. des abeilles sauvages ou de ruches, quoi, il y aurait 350 millions de pertes pour l'agriculture qu'il faudrait compenser. C'est-à-dire qu'il faudrait effectivement polliniser à la main ou des pertes de production, etc. 350 millions, c'est 10% de plus des subventions agricoles. C'est énorme quand même comme budget. On peut faire autre chose avec ça. Ben, Donc, c'est clair. il y a une peur vraiment viscérale. Il y a eu ces votations sur les pesticides, moi, ça m'a vraiment fait peur aussi, moi, de voir à quel point ceux qui font du bio étaient pointés du doigt. Mhm. Ceux qui voulaient traiter les avaient laissez-nous faire, on fait ce qu'on veut. Et ouais, Mhm. mais quand la main publique met 3 milliards dans le contribuable, c'est la moitié du revenu agricole des gens en moyenne, on a peut-être Mhm. nos conditions à mettre, quoi. Ah non, 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 on sait ce qu'on fait, etc. On aime la nature, mais on la détruit. Quand même, on est obligé. Alors, Donc, cette moi, par façon rapport de ne à ça, pas imaginer autre chose. ça me fait penser à, tu sais, avec cette crise alimentaire, parce qu'en même temps, on a la crise alimentaire en même temps que la crise énergétique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pays en Occident qui poussent les pays africains qui n'ont pas exploité le 100% de Mhm. leur exploitation agricole à aller vers justement à dupliquer le modèle occidental, Ah bah donc oui, basé bah, du sur le. pays, puis des intérêts économiques. Alors là, ils sont énormes, hein. Et c'est Dont énorme, des alors industries. qu'aujourd'hui, leurs terres ne sont pas abîmées, elles sont juste pas exploitées. Il y a des Oui, pays qui ne sont pas des déserts en Afrique, il y a des ouais, pays bien qui ont sûr. une Et puis là, le capacité compostage et alimentaire autres serait bien plus gigantesque. bénéfique que le package euh, que leur offre la chimie et la spécialisation enfin, l'uniformisation des sortes qui sont ensuite adaptées au fonctionnement des produits chimiques, quoi. C'est le monde à Oui, l'envers. donc Mais comme oui, l'industrie, les semences dont finalement que tu évoques, les semences, en fait, ben, il est infiniment plus pertinent d'utiliser des semences locales que bien sûr. d'importer des semences Et d'Occident là, parce que la terre n'est pas la même. Et là, on Donc, peut elle revenir va sur s'abîmer. les intérêts économiques et sur les COP. Moi, ça m'avait frappé, par exemple, lorsque la Convention sur la biodiversité a été préparée il y a maintenant 30 ans, la position extrêmement frileuse de la Suisse. Mhm, Parce que la Suisse, ben, il n'y a pas que l'image idyllique des vaches sur les prairies, hein, qui est bientôt une image d'Épinal d'un passé heureux, mais mhm. parce qu'il y aura peut-être plus de vaches sur les prairies, parce qu'il y Enfin, aura on plus de n'espère prairies. pas, on espère qu'on va Non, mais trouver quand j'espère même une pas, non, mais bien solution sûr. parce que, Mais oui. voilà, mais on défendait en réalité les intérêts de la chimie, qui est Mhm, une industrie d'exportation importante pour la Suisse, et mhm, les emplois de la chimie. Donc, on doit penser à tout ça, c'est-à-dire les gens de la chimie, ils doivent faire autre chose que d'envoyer des pesticides en Afrique, hein, mhm. où ils peuvent faire des pesticides peut-être moins toxiques, etc. Il y a un grand avenir pour eux si on les Oui, cadre et dans un puis il y objectif. a aussi un énorme avenir dans l'aquaponing aussi. Il y a, je veux dire, enrichir l'aquaponing avec des formules chimiques, ben, c'est tout à fait valable. Ouais, tout à fait. Après, essayer de limiter ou d'avoir de la chimie. En fait, moi, c'est ce que j'appellerais de la chimie positive et de la chimie Oui, négative. mais tout Aujourd'hui, à on fait, mais devrait développer de la chimie positive qui ouais. vient enrichir et pas détruire. Mais tout à fait, mais on est sur les modèles linéaires et pas sur les modèles cycliques, hein. Ça, c'est notre problème. Et je vois très bien que, ben voilà, je reviens sur mon exemple des communes et des gens de terrain. Ben, ils ont énormément de peine à passer du général au particulier, du monde à leur situation et à prendre tout ça au sérieux, quoi. Moi, je connais bien certaines régions de montagne, mais les gens, moi, j'avais par exemple remis un label dans le pays d'en haut où ils avaient tous voté massivement contre la loi sur le CO2 et contre les restrictions sur les pesticides. Ils faisaient quand même des choses intéressantes, mais ils ne voyaient pas la contradiction. Ils ne voyaient pas le lien de la loi sur le CO2 et une politique énergétique.
Ils ne voient pas le lien entre la politique agricole et forestière, par exemple, et le changement climatique. Ils se sentent à l'abri de tout ça. Et quand ça arrive, ben, on appelle les pompiers. Hein. Enfin, voilà, tout à mais coup, on appelle au aussi, secours, on demande des subventions. Il n'y a pas de le fait changement de de ne pas perspective. faire le lien, c'est pas non plus seulement être dans sa bulle, c'est aussi, moi je reviens aussi au niveau de la formation, le fait que on a formé beaucoup de spécialistes. Des Oui, spécialistes qui connaissent que leur c'est vrai. domaine, donc ils vont pousser que leur domaine. Ouais, Alors c'est vrai. qu'aujourd'hui, on est face à des problèmes complexes. Et des problèmes complexes, Et bah, oui, ça on n'est nécessite pas préparé. On d'avoir n'est des pas gens préparé. qui arrivent à gérer la complexité, donc qui vont au-delà de la spécialité et qui savent gérer 10, 20, 30 spécialités, qui ont une vie générale. C'est un peu comme le docteur. Avant, on avait des Les docteurs, des médecins généralistes. de campagne, des généralistes qui pouvaient se traiter et avoir une vision sur l'ensemble. Ils avaient un problème précis, ils envoyaient chez le spécialiste. Non, Aujourd'hui, en médecine, si on prend qui est symptomatique de ce qui se passe partout dans on le n'a monde, plus que des spécialistes. Hein. on n'a plus que des spécialistes. Alors, ça veut dire que le spécialiste du pancréas, même s'il voit qu'au niveau des intestins, ben, il y a peut-être un début de cancer, même s'il l'a vu, il n'est même pas autorisé à en faire part à personne parce que ce n'est pas sa Ouais, ça c'est quand spécialité. même vraiment absurde. Hein. Mais je pense, on pourra peut-être conclure par là. C'est pour ça que je trouve la durabilité ou le développement durable Mm. une perspective très intéressante parce qu'elle fait obligatoirement le lien Mhm. entre le global et le local. Elle fait le lien entre l'écologique, l'économique et le social. Et Tout à fait. elle est forcément fondée sur la perception des interactions. Et c'est pour ça que c'est un état d'esprit. Et c'est pas d'abord une doctrine optionnelle, c'est pas une liste de choses à faire, c'est un état d'esprit. Et si on a réussi à comprendre la complexité et la systémique des choses et la circularité des choses, bah forcément, on va se soucier de faire les choses adéquates. Mhm. Et en même temps, on ne va pas non plus se sentir responsable du monde. On va se dire, tiens, je prends connaissance de ce qui se passe dans le monde, je suis conscient qu'il y a un danger pour moi, et Mhm. comme on est un des pays qui aime bien les assurances, vieillesse, maladie, etc., peut-être qu'on devrait s'assurer contre le dérapage du monde en faisant la durabilité chez nous. Quoi. Oh bah, et je pense qu'on peut assurer sur plein de choses et ça peut être aussi une très bonne idée de se dire, ben voilà, et parce que si on assure, ben on est obligé d'avoir des spécialistes qui assurent. Et puis, c'est tout un écosystème qu'on met en place. De toute Oui, façon, je pense qu'avec, comme on est face à des problèmes qui sont quand même gigantesques, le tout aujourd'hui, ben, c'est qu'il faut se lancer, il faut y aller. il faut y Et aller, mais puis, dans la bonne direction. Et c'est tout là le où monde dans les la bonne généralistes, direction, tout c'est à les fait. clients des assureurs. L'assureur est le spécialiste, mais le généraliste, c'est quand même le client. Nous Oui, tous. Donc on a raison d'être généraliste, mais on a peut-être oublié de l'être. Parce que l'être humain, d'abord, il est généraliste. Il est mais il est perçoit. généraliste de son territoire. Voilà. Il faut qu'il prenne conscience qu'il doit prendre soin de son territoire. Et Il son doit prendre territoire est lié au territoire du voilà, voisin, du voisin, et ainsi de suite. Et comme ça, on fait le tour du monde et on devrait être conscient de ça. Et pas vivre exactement. dans sa bulle. Le territoire, il est ouvert, il n'est pas fermé. S'il est fermé, il meurt. Exactement. Ben, Euh, c'est comme une plante. Si on met une plante en mais nous, pot et on puis qu'on lui considère donne le ni territoire comme un truc intouchable. Personne n'y entre, personne ne sort et il ne bouge pas. Mais exactement. Mais c'est pas immuable et puis ça fait il partie de faut bouger l'ensemble. pour pas être bougé par les autres. Je dirais c'est un peu ça. Mm. Sinon, on est bougé par les événements et on Mais se on est demande d'où ils déjà viennent. bougé. On est déjà bougé par les événements. Hein. Exactement. Soyons clairs. Hein. Nous, ici, si on n'a pas de neige, on est bougé par les événements. Ça Oui, fait mais plein de toi, gens tu qui ne ne le vois travaillent comme ça. pas. Et d'autres se disent, oui, mais en 1928 aussi, il n'y avait pas de neige et tout ça. Puis c'est pas si grave, on est assuré. Et maintenant, il y a des assurances, on parlait d'assurance, mais aussi le côté pervers de l'assurance. Maintenant, on peut s'assurer, paraît-il, contre le changement climatique ou le manque de neige. Je ne sais pas si D'accord. c'est vrai, hein, mais ça, c'est pas le type d'assurance que j'aimerais. J'aimerais plutôt Bon, qu'on prenne conscience de ce qu'il faut faire pour éviter que le monde dérape, parce que si ça dérape au Brésil, en Chine ou ailleurs, ça va nous concerner. Et ça, les gens, ils n'ont pas du tout conscience. non. Parce que Ah, quand on rentre de vacances de loin, on peut dire oui, c'était moche dans tel endroit, ou bien on a vu des choses horribles, mais quand on rentre en Suisse, tout est bien. Mais ça risque de pas durer. Hein. bah, la Suisse est un petit îlot comme ça, un petit peu protégé, c'est On clair. Hein. Il y a croit eu qu'on est beaucoup un de choses de îlot. Hein. faites. Hein. Ça, c'est typique de la Suisse. On croit qu'on est un îlot, et je crois que c'est une surréaction pour cacher notre dépendance. J'ai toujours cru ça. Ah, En ok. fait, on est Alors, hyper dépendant, donc on ne veut pas le savoir. d'accord. Mais ça, bon, il y a cette je veux dire, moi, bon, moi, je suis pas suisse d'origine, hein, donc je suis arrivée en Suisse. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est cette idée de
cette image de, comment dire, d'autonomisation, que les gens, en fait, ont toujours ce sentiment de vouloir s'autonomiser. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils mettent en valeur, par exemple, s'ils doivent faire un achat entre un achat suisse ou un achat à l'étranger, ils vont toujours acheter en Suisse, enfin les purs Bon, et ça, durs, c'est pas un parce que mauvais réflexe, je dirais, c'est mais un très bon après, il ne faut pas réflexe. en avoir une Mais, illusion d'être plus gros que ce qu'on est, quoi. ah oui, Bah, mais c'est clair on que... ignore ça, hein. Hmm, On a une relation assez perverse à l'extérieur parce que on veut se protéger derrière nos frontières, puis on veut mhm. ignorer les flux de matière et d'énergie dont on a besoin pour survivre. Il y a plus de mines de fer en Suisse, il y a pas de métaux, il y a pas de charbon, mais Dieu merci, on voudrait pas en avoir. Mais tu vois, il y a aucune, à part l'eau, la matière grise et des roches, il y a pas grand-chose, hein, en Suisse comme Mais, ressources mais- mais je économiquement exploitables, hein. Mais je crois que la Suisse faisant partie de l'Europe, il y a quand même des choses qui se sont senties Hein. ces dernières années, comme le jour où les gens se sont aperçus que la Coop et la Migros se fournissent, ou je ne sais plus l'un des deux, se fournissaient en beurre en Allemagne, par exemple. Tu Mais sais? si les gens comprenaient qu'on fait géographiquement partie de l'Europe, ce serait déjà un début, mais Mhm. on essaye de l'oublier en fait, hein. Je pense que c'est une mauvaise idée. On vit pas mal d'illusions en Suisse. J'aimerais pas que les lendemains soient trop déchirants quand on verra que tout ça est un peu fondé sur des bases fragiles, quoi. Alors, moi, je ne sais pas si on a encore le temps de parler d'autres choses, mais je crois qu'on a bien balayé pas mal de questions philosophiques, mais aussi très pratiques. Et je suis content de voir qu'entre les grandes idées et la vie quotidienne, on arrive entre les COP et les différentes interdépendances à Mhm. trouver un lien et un sens. Tout à fait. Et si nous, on trouve un lien et un sens, eh ben, les gens aussi vont trouver un lien et un sens. Ça va Absolument. venir. C'est Donc, en on va, route. nous parlons ensemble pour tous ceux qui voudront bien nous écouter. Exactement. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce temps de parole et puis j'espère que ben, le monde va se conscientiser un peu plus et qu'on va trouver une façon de travailler tous ensemble vers comment dire, des solutions qui sont pérennes pour l'ensemble de la Suisse, l'ensemble de l'Europe, l'ensemble de la planète, parce que tout est interlié, hein. On l'a vu avec le Covid, tout est interlié aujourd'hui. Absolument. Puis on est des petits colibris pour faire du bien. Exactement aussi. Donc voilà, Ah, on finira le mot de la fin avec les colibris. Donc bien sûr. même s'il n'y en a pas en Suisse. Même s'il n'y en a pas en Suisse, mais c'est pas parce qu'il n'y en a pas officiellement au niveau de la, comment dire, des structures que les gens finalement ne peuvent pas eux aussi mettre leur petite goutte Ben, d'eau. chacun sa part en fonction de ses moyens, hein. Exactement. C'est ce qu'il faut. Et puis, et surtout, c'est ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est que une personne qui est face à un problème auquel elle ne peut rien faire, auquel on lui donne aucune solution à son niveau personnel, c'est un désespoir. Voilà. Mais chacun Si, peut faire à sa manière. Moi, je dis toujours, je suis souvent dans des séminaires ou des cours où quand on raconte un peu ce qui se passe, les gens, ils perdent un peu la confiance, quoi. Ils disent, mais c'est foutu, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Moi, je dis, mais vous devez prendre conscience de l'état du monde. C'est un devoir presque pour être conscient, quoi, et pas subir. Mais après, vous ne pouvez pas faire plus que ce que vous pouvez faire. Alors, explorez ce que vous pouvez faire, mais le reste, il ne faut pas s'en occuper. Vous n'êtes pas le président des États-Unis, vous n'êtes pas je ne sais pas, le prix Nobel XY, et c'est pas la voie que vous avez choisie. C'est pas ça que vous faites. Faites ce que vous pouvez là où vous pouvez, et là vous aurez la conscience tranquille. On ne peut pas faire plus, c'est pas mais ça possible. va même au-delà de la conscience tranquille, ça va aussi dans le fait de trouver un sens Oui, finalement c'est ça. Et pour il ne aller faut vers pas le le futur. chercher là où c'est impossible. Si Mm, mission impossible, la mission impossible crée encore plus de désarroi. mm. Donc, vous n'êtes pas fait pour monter sur l'Everest, mais vous êtes fait pour traverser la- les forêts de la vallée de Joux, peut-être. Chacun a sa trajectoire, Faire- et ça pour tout aussi bien. cultiver un petit bout de jardin, pour cultiver son Absolument, balcon, c'est déjà un début. absolument. Cultiver Oui, son jardin, mais dans la conscience des autres. C'est un peu ça. exactement. Et puis, aller demander des conseils aux voisins aussi pour peut-être optimiser un petit peu ce qu'on fait. Tout à Parce fait. que aussi, rester dans son coin, ben, c'est pas non plus la meilleure solution. Non. Développer son réseau, demander des conseils. Et puis, ben, comme tu dis, être conscient que ben, il se On passe des parle choses dans aujourd'hui. le monde qui sont, comment dire, qui sont pas terribles, qu'on peut pas, on n'a pas nous la décision sur l'ensemble, comment dire, Ouais. des choses, mais que chacun, à notre niveau, on peut faire quelque chose. On parle de relocalisation solidaire. Je trouve ce mot, il veut bien dire les choses.
Ah oui, oui, tout à fait. Bon, Très bah bien, alors, alors c'était un merci. plaisir d'échanger et d'ouvrir toutes ces perspectives et d'amener la pensée positive là où on en a besoin. Exactement. Je te remercie beaucoup, René, et puis peut-être à un prochain podcast dans le futur. Absolument. Merci à toi pour cette initiative de balayer large pour aboutir sur le réel de nos régions. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.